Et nous sommes de retour sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. Diffusion simultanée depuis le début de la semaine sur cette chaîne et sur la chaîne Indécis. Nous parlons logement, construction en Ile-de-France et plus politique plus en général avec notre dernier invité de la semaine, Monsieur Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Ile-de-France et maire de Mennecy. Première question pour ouvrir cet entretien. Ça se passe comment de faire de la politique en ce moment quand on est maire, quand on est vice-président? C'est plus facile ou plus compliqué que d'habitude? C'est différent. C'est physiquement reposant parce que c'est des semaines beaucoup plus courtes. Moi, en général, j'ai des semaines, je pars à 6 heures, je rentre à 22, 23 heures. Il y a quasiment plus de représentation, beaucoup de déplacements qui sont supprimés, beaucoup de visio. Donc, c'est des amplitudes horaires plutôt restreintes, des déplacements plutôt restreints. Par contre, c'est une gestion de stress permanent. Comme les Français, il n'y a pas de coupure. C'est travail, boulot, boulot, travail. Il n'y a pas de perspective et c'est de la gestion de crise permanente. Donc, c'est une fatigue nerveuse. Justement, on est en pleine crise sanitaire, crise économique, on va en parler dans quelques minutes. Je rappelle que nous, on avait le masque avant, on l'a enlevé, on a 1 mètre de distance, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'enlever le masque. Comment on gère une crise sanitaire comme ça quand on est maire, quand on est élu local ? Tout simplement en essayant de rassurer les gens, en essayant d'être à l'écoute, en essayant de donner des perspectives. En fait, ce qui est terrible dans cette crise, c'est qu'on n'a aucune perspective, on n'a pas de projection. L'État ne parvient pas, non pas à dire qu'on traverse une période difficile. Tout le monde peut comprendre dans une vie qu'on ait 3 mois, 6 mois, 1 an, qui soit entre parenthèses. Le sujet, c'est de savoir quand est-ce que vous en sortez, comment vous en sortez. Et aujourd'hui, ces perspectives, on l'a pas. Donc pour nous, le sujet au niveau local, c'est d'essayer d'amortir au maximum le choc pour les habitants, que ce soit le choc social, que ce soit le choc sociologique avec les phénomènes d'isolement, que ce soit le choc d'angoisse, de peur qui est généré. C'est d'essayer de répondre à cela et puis d'essayer aussi parfois, même si c'est prêché dans le désert, de se faire entendre par un gouvernement qui est sourd, pour ne pas dire autiste, un gouvernement qui décide tout seul, qui souvent prend un certain nombre de choix qui ne sont pas toujours rationnels et où, avec les associations d'élus locaux, avec la MIF en Ile-de-France, avec la PVF, avec l'AMF, nous essayons, quand des décisions sont maladroites, d'expliquer à ceux qui nous dirigent au niveau national que la vérité, vue depuis un ministère, c'est pas forcément celle du local. On vous écoute, on vous entend, vous trouvez ? Assez peu. D'accord. On va passer à un autre sujet aussi qui nous intéresse sur ce plateau. On parle depuis le début de la semaine de construire, de bâtir en Ile-de-France. On a eu beaucoup d'invités sur ce plateau qui se sont succédés en interview, en débat, et tout n'est pas très positif. Les chiffres ne sont pas très bons sur la construction. C'est vos sujets de prédilection à la région d'Ile-de-France. Et on nous dit on construit beaucoup moins. On voit les chiffres le montrent, moins 54% je crois de construction de logements depuis quelques mois. La crise économique n'aide pas. Comment faire pour redonner la confiance à ce secteur ? La crise économique, elle va impacter tout le monde et elle va impacter durablement. Le secteur du bâtiment, le secteur du VRD sont des secteurs qui vont être durablement touchés. On a, à mon avis, une double crise qui se prépare. D'une part, c'est l'explosion des tarifs qu'on a vécu en Ile-de-France depuis des années qui crée un marché qui est irrationnel. Le prix par rapport au potentiel pouvoir d'achat des franciliens est en inadéquation totale. L'augmentation annuelle des coûts n'est pas raisonnable. Et puis aujourd'hui, on a un ralentissement qui est dû à la crise, qui est amplifié par les renouvellements électoraux qui ont traîné cette année. On sait que les périodes de renouvellement électoral, c'est quelque chose qui fige, qui est amplifié par un discours absolument irresponsable d'une partie de la classe politique, notamment chez les Verts, qui sont anti-tout, qui sont dans une logique récessive, qui sont dans une logique décliniste. La réalité, c'est qu'une région comme Ile-de-France, c'est 60 000 habitants de plus par an. 60 000 habitants de plus, eh bien, il faut les loger, il faut leur permettre de travailler. On a besoin d'avoir du bâti qui sorte, tout simplement pour remplacer les logements insalubres ou les passoires thermiques. Et quand on a au niveau local des débats qui sont uniquement des débats pour ou contre la construction. Quand vous prenez le parti d'aménager, on vous explique que vous êtes un horrible maire bétonneur, par les mêmes personnes qui ont imposé la loi SRU d'ailleurs. On est sur des logiques complètement schizophréniques, on est sur des argumentations politiques locales qui sont des argumentations qui ont un seul but, c'est de bloquer toute évolution. Je rappelle que l'Île-de-France, c'est presque 20% de la population française et c'est 3% des terrains artificialisés. Alors oui, on veut aller vers un zéro artificialisation nette avec la région, c'est ce qu'on porte, mais si on veut un zéro artificialisation nette, on ne veut pas non plus condamner des gens à vivre à la rue ou à vivre dans des logements insalubres. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y avait un invité qui nous avait dit c'est 2 millions d'habitants de plus qu'en 1995 et c'est le même nombre de logements.
Bien sûr, c'est globalement 60 000 habitants de plus par an. Donc vous faites le compte, on est 12 millions 3, en 68, 70, on était 9 millions. On continue à avoir cette poussée-là. Paris, chaque année, perd 10 000 habitants. C'est-à-dire que la réalité, c'est 70 000 habitants qui doivent être logés sur 7 départements. Et non seulement le nombre de logements stagne, mais la structure familiale a explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un couple sur 2 qui divorce dans les 5 ou 6 ans de son mariage. Oui. C'est-à-dire que le nombre de logements nécessaire par rapport à il y a 40 ans pour un nombre de personnes identiques est plus important. On a également un problème d'inadéquation des typologies de logement par rapport aux familles recomposées. Les modes de vie évoluent et on se retrouve aussi bien à avoir potentiellement beaucoup de papas ou de mamans qui sont seuls avec 1 ou 2 enfants, là où il y a 40 ans les familles monoparentales étaient assez peu répandues, et on se retrouve à l'inverse, à avoir des familles qui peuvent accueillir 4, 5, 6 enfants ponctuellement, une semaine sur 2 ou le temps d'un week-end sur des familles recomposées. Donc on a aujourd'hui une inadéquation totale. On doit reconstruire, on doit rebâtir. Après, reconstruire et bâtir, c'est pas faire n'importe quoi. C'est comment est-ce qu'on le fait en respectant l'environnement, comment est-ce qu'on le fait en travaillant sur le biosourcé, comment on le fait en densifiant là où on est déjà sur des terrains imperméabilisés, comment est-ce qu'on le fait en ramenant de la qualité urbaine, de la qualité urbanistique, en ramenant de l'espace vert en ville. Ça, c'est les vrais sujets. Dire on refuse de construire parce que quand vous construisez, vous êtes un bétonneur et nous les Verts, on l'a dit, c'est irresponsable. Jean-Philippe Dugan-Clément, je l'ai dit, vous êtes vice-président aussi de la région Île-de-France en plus de votre mandat de maire. Il y a de la place encore en Île-de-France pour construire ? Il y a à la fois de la place et à la fois il n'y en a pas. L'Île-de-France, il y a 3 réalités. Ouais. Il y a Paris, qui est une ville dense, qui est une ville qui se désertifie, qui perd ses entreprises, qui perd sa population, où on assiste à un phénomène de gentrification totale entre les très pauvres et les très riches, entre ceux qui ont accès au logement social ou qui vivent dans des conditions assez indignes et indécentes, et puis ceux qui peuvent vivre dans des quartiers comme ici, qui sont assez peu nombreux. On a une moyenne couronne, la zone périurbaine, qui est la zone sur laquelle on peut encore réaménager, repenser. Tout le chantier du Grand Paris Express, c'est quoi? C'est 68 gares, c'est aller redensifier autour de pôles de transport sur des secteurs déjà aménagés, en essayant de construire de manière durable et donc de ne pas refaire les erreurs d'aménagement qui ont pu être faites il y a 20, 30 ou 40 ans. Et puis on a la zone rurale, urbaine, c'est les 3/4 du territoire, c'est des secteurs qui sont agricoles. L'Île-de-France, c'est 50% de territoire agricole et 25% d'espaces forestiers. C'est des secteurs qui doivent être protégés. C'est des secteurs qui sont attractifs, mais en même temps extrêmement éloignés de l'épicentre parisien et des grands pôles de développement économique. Et aujourd'hui, pour nous, le sujet, c'est comment est-ce qu'on accompagne le maillage des zones périurbaines et comment est-ce qu'on protège les zones rurales. Vous disiez tout à l'heure, vous avez été réélu maire il y a quelques mois, que les élections pouvaient quelquefois bloquer les processus de fabrication. Est-ce que finalement le mal n'est pas un peu plus profond? Parce que les élections, c'était maintenant il y a quelques mois. Il y en a d'autres qui arrivent dans quelques mois. Normalement, si on se dit que les élections bloquent les processus de construction, on peut être inquiet. Elles le sont parce que systématiquement, quand vous êtes en période électorale, tout devient polémique. Et ceux qui vous disent quelque chose au niveau national vous disent autre chose au niveau local. Et on est dans un pays où tous les ans, on a des élections. Enfin, on avait les élections municipales cette année, les départementales régionales en 21, les présidentielles législatives en 22, les sénatoriales en 23, on reprend des européennes en 24. Donc globalement, on est dans un pays, une élection par an, ce qui ne facilite pas les choses. Après, il y a quand même une vague de fond depuis une quinzaine d'années qui est, vous savez, c'est la théorie du dernier barbare romanisé. C'est celui qui veut fermer la porte derrière lui, une fois qu'il s'est installé quelque part, qui ne veut plus que quoi que ce soit change, que qui que ce soit vienne rejoindre l'Empire romain. Et c'est vraiment un phénomène, pour le coup, qui est un phénomène durable auquel on est confronté. La campagne municipale de 2014, à l'époque, c'était beaucoup la thématique maire bâtisseur, maire battu, avec beaucoup de communes où il y a eu des changements. On l'a aussi vécu sur ces élections. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de maires être très, comment dirais-je, prudents, pour utiliser un euphémisme sur ces sujets-là. Et où bien souvent, le meilleur moyen quand vous voulez être élu, c'est de ne pas prendre de risques. Et pas prendre de risques, c'est ne rien faire. Et donc, on n'aménage plus, on ne construit plus. Ça, c'est un véritable sujet. Vous parlez de maire bâtisseur. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, propose une prime aux maires bâtisseurs, 300 millions d'euros de budget. Vous en pensez quoi? Ça peut aider les maires à bâtir, à construire?
Écoutez, moi je suis maire, j'attends de voir comment ça se décline, parce qu'en dehors des annonces ministérielles, pour l'instant, on n'est pas au courant. Et moi, sur ma commune, je suis passé de 13 à 15 000 habitants en l'espace de 10 ans, ce qui n'est pas neutre. J'ai divisé mes dotations par 2,5. Voilà, je touchais 2 millions, je suis à 600 000 euros. Donc on se débrouille, mais on doit avouer qu'on se débrouille beaucoup sans l'État. Et j'aimerais que Mme Wargon, comme ses prédécesseurs, ait les mêmes discours au national et au local. Emmanuel Wargon, qu'on avait invité à venir nous voir sur ce plateau et qui viendra sans doute dans les mois qui viennent sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France. Vous parliez tout à l'heure de respecter l'environnement pour la construction. On a fait un débat hier sur ce plateau sur les matériaux biosourcés avec plusieurs invités. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi, ces matériaux biosourcés. Est-ce que c'est possible d'abord de construire uniquement avec ces matériaux ? La réponse est visiblement non. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire plus appel à ces matériaux et surtout, est-ce que ça coûtera plus cher ? L'environnement a un coût. Donc effectivement, ça a un coût. Après, c'est une question de volonté politique. On ne change pas le monde sans mettre les moyens, sans s'engager, sans financer les choses. Enfin, le plan Marshall, ça a été des financements. Ouais. On ne l'a pas fait sur des comptes d'apothicaires, en comptant le nombre d'allumettes, quand il a fallu reconstruire l'Europe en 1945. Si on veut aller vers une véritable transition écologique, ça aura un coût. À nous de l'assumer, à nous d'être prêts à faire aussi un élément de relance. On sait qu'on est dans un pays qui est extrêmement compliqué, qui va vivre une crise économique extrêmement forte, et donc c'est un élément de relance positive, et on a effectivement toute la structuration des matériaux biosourcés, mais qui n'ont de sens, l'usage des biosourcés, que si on le structure au niveau local, au niveau francilien, au niveau français. Parce que si c'est pour faire venir du bois de l'autre bout de l'Europe ou d'Amérique du Nord, je ne vois pas tellement l'intérêt, y compris le bilan carbone du biosourcé ne sera pas forcément extraordinaire. Mais donc on a toute la question de cette structuration de la filière. On travaille dessus en Ile-de-France au travers du bois, au travers du chanvre. D'autres régions travaillent en fonction de leur potentialité, de leur richesse locale. On a également tout ce qui est le travail par rapport à la réutilisation de la terre. Et puis quelque chose dont on parle encore beaucoup trop peu, c'est la logique de circularisation du bâti. C'est le réemploi de matériaux de démolition, de matériaux qui peuvent être réutilisés, qui peuvent être reformatés. Et je crois que là-dessus, on a aussi énormément de progrès à faire. Après, c'est clairement un choix politique de la part des maîtres d'ouvrage, et puis aussi je pense qu'il y a un travail des maîtres d'œuvre qui doivent être moteurs là-dessus, qui doivent impulser, qui doivent venir titiller, provoquer, proposer. Mais il faut qu'il soit aidé par votre pouvoir, par le pouvoir politique et le pouvoir local, en quelque sorte. Ce qu'il nous disait hier sur le plateau, que c'est un travail collectif, un travail d'équipe, que tout le monde devait s'entendre. Bien sûr. Après, le pouvoir local, bien souvent, la question, ça va être celui des moyens. Ouais. On l'a dit, ça a un coût. Et quand depuis 15 ans, dans ce pays, on asphyxie les collectivités, le risque, c'est que vous ayez des collectivités qui, d'une part, cherchent à ne pas faire pour ne pas fâcher un électorat dans le cadre de réflexes purement politiques, politiciens de survie électorale. Et puis, d'autre part, quand vous avez moins d'argent, c'est que vous fassiez à moindre coût. Une dernière question sur les matériaux biosourcés. Ce que j'ai retenu du débat, c'est peut-être des problèmes d'approvisionnement. Ce que vous disiez, s'il faut qu'on aille chercher à l'étranger, ramener ces matériaux biosourcés à chaque fois, est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté à un problème d'approvisionnement sur notre territoire en Ile-de-France ? On l'a déjà. On l'a déjà, ça a été la question du village olympique, où le niveau d'usage de biosourcés, entre ce qui était imaginé initialement et ce qui aura été réalisé finalement, a été amené à être diminué extrêmement fortement. Non pas qu'il y avait une volonté de ne plus faire, mais que la filière ne suivait pas. Donc le sujet, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment créer la filière, amorcer la filière. Parce que la demande aujourd'hui, elle existe. Alors, elle existe, elle va aller en s'amplifiant. Moi, je suis convaincu qu'une région comme l'Île-de-France, qui est en croissance permanente depuis 50 ans, si on prend une courbe de temps long, cette croissance, elle va continuer. On peut avoir des épiphénomènes sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais cette croissance, elle va continuer. Les travaux du Grand Paris Express qui structurent la région, ils vont continuer. Donc, on a besoin de créer cette filière. Jean-Philippe Hugouin-Clément, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes maire de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Pour terminer, on va faire un jeu qui s'appelle le Que oui que non, qui est un peu le jeu star sur la chaîne Indécis, où on est diffusé en simultané. Vous répondez que par oui ou que par non, par les propositions que je vais vous faire. C'est pas toujours facile, hein. Je vous le dis, mais bon, vous verrez bien. Que oui que non, vous pouvez mettre même le que devant, juste devant. Que oui que non. Est-ce que vous serez toujours maire de Mennecy pour les Jeux Olympiques de 2024 ? Que oui. D'accord, très bien. Que oui que non. Est-ce que vous allez passer les fêtes de Noël en famille ? Que oui. Et vous êtes combien dans votre famille ? Vous allez respecter ce que le gouvernement a dit ? Moins de 6, plus de 6 ? Vous comprenez qu'on donne des consignes ? Oui. Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous allez vous faire vacciner contre la Covid ? Non. Non ? Après, ça m'intéresse. Pour quelle raison ? Si vous voulez vous expliquer, vous avez le droit de me dire non, c'est que oui, que non.
Non. D'accord. Que oui, que non. Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire? Oui. Sur sa forme ancienne, vous avez fait votre service militaire ou pas du tout? Non. Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous avez déjà été indécis politiquement? Oui. Vous l'êtes encore aujourd'hui? Oui. Que oui, que non. Est-ce que vous croyez qu'il faut garder Neymar et Mbappé au Paris Saint-Germain? Que oui, que oui, que oui. Ah bah ouais, c'est bizarre parce que moi c'est que non, que non, que non. Mais bon, voilà. On va pas faire le débat aujourd'hui, mais très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous viendrez nous voir à YouTube pour une interview un peu plus longue? Que oui. Eh ben très bien, vous serez le bienvenu. Merci beaucoup Jean-Philippe Dugouin-Clément d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc maire de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Vous avez clôturé cette semaine ici de lancement de Bâtir en Île-de-France. On était ravis de vous recevoir. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine ici en direct de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. On a parlé de bâtir et de construire en Île-de-France. C'est la fin de semaine, je suis un peu fatigué. On se retrouvera très vite pour d'autres interviews et d'autres débats. Abonnez-vous à la chaîne, réagissez avec le hashtag comme vous l'avez fait toute la semaine, hashtag Bâtir en Île-de-France. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. On se retrouve dans quelques semaines et d'ici là, bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt et merci à vous.